journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux rétrospectifs. La République démocratique du Congo sera représentée au plus haut niveau à la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat COP26 qui se tiendra à Glasgow en Écosse pour faire valoir à sa position des pays solutions au changement climatique. L'équipe sortante et entrante de la Commission électorale nationale indépendante ont effectué la remise et reprise vendredi 29 octobre au siège de la centrale électorale, ce après la prestation des serments mardi devant la Cour constitutionnelle. Après la suspension de discussions entamées à Kinshasa à l'espace Via Nova au mois d'août, les négociations de la commission paritaire gouvernement banque syndicale ont repris le jeudi 28 octobre, cette fois-ci à Mbola Lodge dans les territoires de Kisantu en province du Congo central. Arrivé en Israël lundi 25 octobre dans la soirée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entamé les activités officielles de son séjour israélien avec un échange en tête-à-tête mercredi 27 octobre avec son homologue israélien Isaac Herzog. Les deux personnalités ont non seulement échangé autour de la réouverture de l'ambassade d'Israël à Kinshasa, mais aussi de l'amélioration des relations entre les deux pays. Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse, a effectué une visite au musée Herzl au cœur de Jérusalem où il a déposé sa gerbe de fleurs avant de signer dans les livres d'or du même établissement. Au cours de la même journée, le couple présidentiel de la RDC a été au mémorial de Shoah au musée Yad Vashem. C'est une forte émotion qui a fait frémir le couple Tshisekedi après avoir suivi les explications du guide et au vu des images et films retraçant les atrocités dont sont coupables les êtres humains. C'est jeudi 28 octobre. Un déjeuner de travail a réuni Félix Tshisekedi à sa délégation avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett à Jérusalem avant de visiter ce même jour un salon d'exposition de matériel militaire et d'urgence médicale, deux domaines dans lesquels l'industrie israélienne dispose d'une expertise reconnue mondialement. Une conférence où la République démocratique du Congo devra normalement occuper une position importante au regard de ses atouts et de son engagement dans la lutte contre les changements climatiques à l'échiquier international. Emily Maltzman, ambassadrice de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, l'a reconnu dans son entretien accordé à la presse à l'issue de cette séance de travail avec le chef du gouvernement congolais. J'étais ici avec mes collègues des États-Unis, de l'Allemagne et aussi de la Norvège pour les préparations de la conférence des partis COP26 qui parle de changement climatique et tous nos efforts ensemble d'agir à cette menace globale et surtout les détails du rôle de la RDC qui va prendre une position très prominente pendant la COP26 la semaine prochaine au Royaume-Uni. Emily Maltzman a salué l'engagement du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et son gouvernement pour la protection de l'environnement et de la biodiversité dans les pays. Le Premier ministre est parmi un des grands souteneurs de ce programme d'avancer le pays et aussi de protéger l'environnement et la biodiversité ici en RDC. Nous avons travaillé beaucoup avec le ministre de l'Environnement, mais bien sûr, c'est plus que l'environnement. En fait, les efforts impliquent beaucoup de secteurs, le territoire, aménagement de territoire, le transport, énergie, commerce. Il y a beaucoup. Donc, le Premier ministre est très important dans toutes les planifications de l'avenir et les programmes et les engagements du gouvernement de la RDC. Et dans la réunion de ce jour, il faut retenir d'abord que le Premier ministre a félicité le ministre du Budget, le ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale
pour le travail abattu avec le Fonds monétaire international qui tend à faire respecter nos engagements. Deuxièmement, nous avons constaté effectivement qu'il y a une stabilité au niveau du cadre macroéconomique. Le taux d'inflation est maîtrisé et depuis le début de l'année, nous sommes à peu près à 3,7% d'inflation. Nous projetons d'ici la fin de l'année arriver à plus ou moins 4,5%, alors que dans le programme avec le FMI, nous devions arriver à plus ou moins 6%, ce qui est une très bonne chose. Nous avons également le Premier ministre a demandé aux ministres sectoriels de pouvoir faire un effort pour que certains postes frontaliers soient ouverts de manière à permettre la fluidité au niveau des frontières, notamment la frontière de Kansobalesa où les efforts doivent être faits pour que la frontière soit ouverte 24 heures sur 24 afin de permettre le désengorgement de ce poste frontalier. Il a été également demandé au ministre du budget, au ministre du plan et aux autres ministres sectoriels d'accélérer la préparation des colis de fin d'année pour les fonctionnaires. Et enfin, le Premier ministre a demandé à la Troïka économique de poursuivre l'encadrement des dépenses pour respecter le pacte de stabilité et ne pas faire dérailler notre cadre macroéconomique dans la mesure où les dépenses qui doivent être faites doivent correspondre à nos recettes. Les réserves d'échange se situent toujours autour de 3,3 milliards de dollars, correspondant à plus ou moins 13,5 semaines d'importation sur ressources propres. J'ai eu un très bon entretien avec le ministre de l'Intérieur, entretien très fructueux. On a brossé un tableau de la situation en RDC, les violences sexuelles dans les zones de conflit et la volonté politique du gouvernement dans cette lutte. Et je suis venue réitérer le soutien de mon bureau, qui est chargé de la lutte contre les violences sexuelles dans les zones de conflit, réitérer le soutien du système des Nations Unies au gouvernement de la RDC. Nous avons aussi évoqué le plan d'action de la PNC et sa mise en œuvre et l'importance de continuer à assurer la formation des agents de la PNC. Nous avons aussi brossé un tableau sur comment prévenir ces actes de violence. Et j'ai eu l'engagement du ministre sur la collaboration avec les Nations Unies dans ce combat et surtout lutter contre l'impunité. Écoutez, c'est un ministre qui a une vision pour son pays et nous avons évoqué ce vent de changement qui traverse la RDC. J'ai constaté la détermination du ministre à changer le narratif dans son pays qui a été surnommé capitale mondiale du viol il y a à peine une décennie, qui aujourd'hui prend son destin en main. Un ministre qui travaille avec passion mais avec son cœur pour le bien-être de tous les Congolaises et les Congolais, qui est convaincu et qui a parfaitement raison de le dire que ce crime odieux peut être prévenu et qu'il faut travailler ensemble avec différents partenaires pour éradiquer ce fléau qui ronge votre pays depuis trop longtemps. Le gouvernement est déterminé à trouver la solution aux problèmes des enseignants congolais, surtout ceux concernés par la gratuité de l'enseignement de base, parmi lesquels les infrastructures scolaires qui font défaut ou sont désuètes, les frais de fonctionnement, les salaires, la prise en charge des NE. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a appelé les enseignants à emprunter un seul chemin qui mène vers la paix sociale et la reprise des activités scolaires au sein de toutes les écoles publiques. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Deux chemins sont devant nous. Il nous appartient d'en emprunter un seul. Et il faut faire un choix. Ou nous prenons celui qui mène difficilement,
sans doute, vers la paix sociale et la reprise globale des activités au sein de tous les établissements scolaires du pays, ou alors nous optons pour celui qui, avec facilité, peut nous entraîner vers des grèves en cascade et les gâchis du cursus scolaire de nos enfants. Face à pareil dilemme, son collègue de l'EPST, Tony Mwaba, a exhorté les participants au sens des responsabilités pour l'amour de la patrie et des enfants congolais à poursuivre les débats en toute quiétude pour atterrir en douceur. Pour cela, j'en appelle au sens des responsabilités et au patriotisme de chacun des participants, puisque la RDC sera en danger tant que nos enfants, qui sont l'avenir de la patrie, n'auront pas suivi convenablement les enseignements tels qu'inscrits au programme scolaire. Pour rappel, après la suspension de discussions entamées à Kinshasa à l'espace Via Nova au mois d'août, ces négociations de la commission paritaire gouvernement-banque syndicale ont repris, cette fois-ci en Mbwela Lodge, dans le territoire de Kisantu, en province du Congo central. En ce qui concerne les PST, je peux vous dire qu'il y avait tout simplement un problème d'incompréhension. C'est-à-dire, nous avions souhaité que les fonds qui étaient destinés à l'EPST puissent suivre la voie bancaire et que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement, pour des raisons de célérité, selon lui, il avait souhaité que cela passe par les circuits que vous appelez Maboko Bank. Mais nous avions eu des inquiétudes parce que aujourd'hui, nous devons tous, à notre point de vue, éviter la manipulation des fonds importants par les individus. Autant que nous disons que les recettes doivent aller directement à la banque, autant aussi quand il faut payer la rémunération, les collations, les primes, nous souhaitons que ça soit par voie bancaire. Donc il y a eu divergence et les fonds n'étaient pas sortis. Il faut que vous ayez cette précision. Les ministères de l'EPST n'avaient pas ces fonds. Les ministères de l'EPST avaient demandé les fonds. Les gouvernements, les ministres des Finances avaient payé, mais en disponibilisant les fonds au guichet de la Banque centrale. C'est au niveau du guichet de la Banque centrale que les fonds sont restés. Donc les fonds ne sont pas arrivés à l'EPST, donc nous avions dû intervenir pour nous en disant il faut corriger la procédure, que les fonds tout d'abord soient retournés au compte général du Trésor pour qu'on corrige la procédure. Donc là, nous ne pouvons pas parler des détournements au moment où l'EPST n'avait pas encore eu ces fonds-là. Voilà ce qui s'est passé. Après l'incendie qui s'est déclaré la nuit du samedi 23 au dimanche 24 octobre 2021 à la cité de Pakadjouma, située dans la commune de Limete, et ayant détruit près de 70 grandes parties d'habitation en tôle et en bois, ni traces ni formes de maisons ont été détectées lors du passage des autorités. Pour ce faire, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, le ministre national en charge des affaires sociales, Action humanitaire, Modeste Mutinga, ont effectué une descente sur place pour réconforter les victimes de cet incendie. Heureusement pour eux, le gouvernement central a promis une prise en charge dans un délai raisonnable. Étant donné que le projet de réhabilitation de la voie ferrée dans la capitale démarre d'ici peu, vous serez installé dans la commune de Lansele, au site de Langalanga. Pour bien mener cette opération, une commission composée du ministre provincial de l'Intérieur, du commissaire général en charge des affaires sociales, des membres du ministère national des affaires sociales, du député provincial Jekoko Mulumba, ainsi que les notables du quartier sera mise en place pour vous identifier. Rappelons que
Cet incendie causé par un raccordement frauduleux du courant électrique, déclaré dans cette partie de la capitale, n'a enregistré aucune perte en vie humaine. À titre de rappel, Pakadjouma est l'un des coins renommés de la ville. À cause du trafic de la prostitution qui s'y exerce. C'est ce mardi 26 octobre 2021 que le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, ainsi que son équipe ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Dans leur serment, Denis Kadima et son équipe ont juré de garder le secret de délibération et de vote même après la cessation de leurs fonctions. Signalons par ailleurs que cette cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, Mbosso Kodia, Modeste Bahati, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Rappelons que les nouveaux membres de la CENI ont été investis la semaine dernière par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI a officiellement pris ses fonctions ce vendredi 29 octobre 2021 à l'issue d'une cérémonie de remise en reprise. Corneille Nangaa, président sortant de la centrale électorale, a cédé le bâton de commandement à Denis Kadima, président entrant de cette institution d'appui à la démocratie. Cette cérémonie a eu lieu au siège de la CENI situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. À noter que cette cérémonie intervient quelques jours seulement après celle de la prestation de serment de la nouvelle équipe de la CENI devant la Cour constitutionnelle. Cependant, 3 membres de la CENI devant provenir de la composante opposition n'ont pas encore été désignés, ce qui fait que 12 membres ont à ce jour pris officiellement leurs fonctions. Selon certains observateurs, la mission de l'équipe Kadima est simple: organiser les élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire en 2023. Lors de ces différentes sorties médiatiques, le président Tshisekedi n'a cessé aussi d'insister sur l'organisation de ces élections dans les délais. La présence des Embraer chez nous, en compagnie de Congo Airways. Et là, je rappelle que c'est un deal qui reprend l'engagement du président de la République. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que le chef de l'État avait annoncé solennellement la réception de ces avions à travers cet accord avec Embraer le 8 décembre de l'année 2020, en promettant au peuple congolais qu'avant décembre 2021, nous amorcerons la réception de ces avions. Donc je salue la présence d'Embraer, je salue aussi les initiatives que prend Congo Airways pour que nous tous, nous puissions nous arrimer dans le sens de faire respecter cette promesse du chef de l'État. Je vois l'état d'avancement du dossier et là je vais absolument approcher mon collègue des finances pour que des interactions nécessaires soient faites afin que l'engagement du président de la République soit respecté. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie pour cette initiative, pour ce suivi méticuleux qui permettra au gouvernement d'être à la hauteur des engagements tels que cela est contenu dans la vision du chef de l'État. Considérant l'urgente nécessité éprouvée par les acteurs œuvrant dans le secteur de la santé de pouvoir hausser le niveau des formations en médecine, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a arrêté que toutes les inscriptions dans les classes débutantes en faculté de médecine soient conditionnées par l'obtention de 70% ou plus. Arrêté signé par le ministre de tutelle, Moïndo Zangui, lundi 18 octobre dernier et publié dans la matinée de ce jeudi 28.
Le même document stipule aussi que les récipiendaires éligibles à la faculté de médecine doivent se soumettre à un test d'admission afin de vérifier si les candidats disposent des prérequis nécessaires à la dite faculté. Les établissements organisant les facultés de médecine ne pourront donc recruter que par quota qui leur sera indiqué par l'instruction académique de l'année. Cette décision n'est pas que valable pour les débutants en graduat, mais également de première licence et LMD. Le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire est donc chargé de l'exécution du dit arrêté. C'est parti pour les travaux d'élaboration du projet de dit budgétaire exercice 2022 pour la province de l'Ituri. Il s'agit du budget des entités territoriales décentralisées, une élaboration qui intervient dans un contexte de l'état de siège où l'Assemblée provinciale autorité budgétaire est en veilleuse. L'expert du budget, Martin Zia, explique le processus. Tout est réglé par l'ordonnance présidentielle qui a institué, qui a proclamé l'état de siège et l'ordonnance qui a donné les mesures d'application de l'état de siège. Donc l'essentiel ici, c'est que la province de l'Ituri, comme toute autre province, doit avoir un budget pour 2022. Le vice-gouverneur policier de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a présidé la cérémonie, a appelé à la participation de toutes les couches sociales pour permettre à la province de l'Ituri d'être dotée de son budget pour le développement. Je suis convaincu qu'avec la mobilisation et l'implication de tous dans un processus participatif avec les élus, la FEC, la société civile, les partenaires, le secteur privé, le pari du développement de la province de l'Ituri sera engagé. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, je déclare ouverte la conférence budgétaire en province de l'Ituri et je vous remercie. Il faut noter qu'après 21 jours de travaux, à l'absence de l'Assemblée provinciale, le gouverneur de province prendra un arrêté au plus tard le 30 décembre portant en promulgation du budget de la province de l'Ituri. L'appel au soutien des forces armées lancé par les commandants des opérations à Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, trouve de plus en plus sa place au sein de la population iturienne qui manifeste un engagement indéfectible d'accompagner l'état du siège vers la tête de ses objectifs. La paix ou rien, voilà la cause qui réunit en ces jours la population autour des autorités militaires et policières de l'état du siège au terrain Soukissa, situé au quartier Horo, à l'entrée sud de la ville de Bunia. Dans cette rencontre de redynamiser les relations civilo-militaires, le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Chabouine John, appelle la population de la ville de Bunia à faire preuve d'une collaboration étroite avec l'administration militaire pour l'aboutissement de l'état du siège. Raviver le patriotisme, faire confiance aux forces armées, combattre les antivaleurs, telles sont les recommandations formulées à l'endroit de la population. Vous savez bien que ce quartier Horo, c'est le quartier le plus réputé chaud de la ville de Bunia. Le quartier où il y a trop de bandits, où il y a parfois même des tueries. Nous étions obligés, sur instruction du gouverneur de province, de descendre sur place, de venir sensibiliser cette population pour qu'elle se désolidarise de ces assaillants. Signalant qu'à nos jours, plusieurs agglomérations sont sécurisées par la police, y compris la ville et ses environs, qui écument l'ère de la paix à la suite du rapprochement civilo-militaire comme voulu par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de FARDC et PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenons le rappel des titres.
La République démocratique du Congo sera représentée au plus haut niveau à la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat COP26 qui se tiendra à Glasgow en Écosse pour faire valoir à sa position des pays solutions au changement climatique. L'équipe sortante et entrante de la Commission électorale nationale indépendante ont effectué la remise et reprise vendredi 29 octobre au siège de la centrale électorale, ce après la prestation des serments mardi devant la Cour constitutionnelle. Après la suspension de discussions entamée à Kinshasa à l'espace Via Nova au mois d'août, les négociations de la commission paritaire gouvernement bon syndical ont repris le jeudi 28 octobre, cette fois-ci à Mbola Lodge dans les territoires de Kisantu en province du Congo central. Ce journal rétrospectif est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.